En matière de cloud, est-ce que la souveraineté fait bon ménage avec la rentabilité? On en parle avec Sami Fifra, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du département intelligence et diplomatie économique de l'Institut d'études de géopolitique appliquée, l'Institut EGA, donc un think tank qui s'intéresse à tout ce qui touche aux relations internationales qui sont évidemment fort impactées aujourd'hui par le numérique. Alors, ma première question en matière de cloud, c'est qu'aujourd'hui, on a un marché fortement occupé par finalement très peu d'acteurs qui sont plutôt outre-Atlantique. Ce retard, je dirais, et presque cette absence d'acteurs européens sur le marché du cloud, on le doit à quoi? À un problème technologique, de retard technologique, ou à un problème de courage économique, c'est-à-dire d'encouragement à aider nos entreprises souveraines? Alors effectivement, comme vous le dites, aujourd'hui, le marché du cloud, il est dominé principalement par des acteurs américains et par des acteurs chinois, puisqu'on estime à peu près que 10 acteurs se partagent 80% du marché mondial. Et parmi les trois, vous avez Amazon, Microsoft et Google qui effectivement trustent les trois premières places. Pourtant, on a donc des acteurs, même français, au-delà d'européens, on a des acteurs français du cloud. Effectivement, j'allais en venir. Sur le plan français, on en a. Alors pour le plus connu de tous, c'est OVH. On en a entendu parler notamment parce que le groupe est entré en bourse ces derniers mois. Et vous avez également, par exemple, Scaleway, qui est une filiale justement du groupe Iliad. Vous avez Outscale, qui est le cloud d'Asso Systèmes. Mais vous avez également Orange Business Services, qui propose justement ces services de cloud. Le seul problème aujourd'hui, c'est que les multinationales françaises, par exemple, les grandes entreprises, estiment que ces justement entreprises françaises du cloud ne sont pas forcément en capacité de pouvoir fournir à la fois les infrastructures et les services qu'offrent les géants du net américains. Et donc, par pragmatisme, on va plutôt dans les entreprises du CAC 40, ouvrir son carnet de commandes aux GAFAM plutôt qu'aux acteurs européens. Effectivement. Alors après, c'est un choix judicieux, selon vous? Alors, est-ce que c'est un choix judicieux ou pas? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Alors, il y a des initiatives, justement, pour essayer de remédier à cette alternative américaine. C'est notamment l'idée d'essayer de mettre un cloud souverain européen, puisqu'on voit qu'au plan national, en France, on y a du mal. Alors, autant essayer sur le plan européen. On a vu justement émerger une alternative il y a un peu plus de 2 ans avec un projet franco-allemand qui avait pour but en fait, de faire émerger un cloud souverain européen qui s'appelle Gaia-X. Le seul problème, c'est que, au fil du temps, on s'est rendu compte peut-être qu'il y avait un manque d'indépendance, peut-être un manque d'ambition derrière ce projet, parce que en novembre 2021, lors du 2e sommet annuel justement de ce projet, un des membres fondateurs, Scaleway justement, acteur du cloud français, a décidé de se retirer. Scaleway a d'ailleurs annoncé en exclusivité dans Smart Tech, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est dans cette émission que l'un des dirigeants, Yann Lechel de Scaleway, a annoncé son retrait et les raisons de son retrait, parce qu'il y avait trop de présence finalement de ces acteurs américains. Américains et chinois, parce qu'on rappelle que Huawei et Alibaba faisaient partie des sponsors justement de ce sommet, de ce second sommet annuel, et du coup ne croient pas en tout cas à cette alternative. Alors il y a une autre initiative qui s'appelle Euclidia au niveau européen, qui fait valoir aussi les puissances économiques aujourd'hui autour du cloud européen. Alors revenons à cette question du pragmatisme. Est-ce qu'aujourd'hui il ne serait pas rentable pour une entreprise d'opter pour ces solutions? Alors, est-ce que c'est rentable? Oui, clairement. Amazon en est l'exemple parfait. Par exemple, si on s'intéresse aux chiffres qu'Amazon a publiés en 2021, il faut savoir qu'Amazon est un des tout premiers acteurs au monde à aller sur ce marché du cloud. Alors, vous parlez de la rentabilité de l'activité cloud. C'est ça. D'accord. Voilà, exact. Et 469 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour Amazon, 33 milliards de bénéfices. Et si on s'intéresse maintenant à la partie cloud, donc c'est-à-dire Amazon Web Services, 62 milliards de chiffre d'affaires, 13% en fait du chiffre d'affaires global d'Amazon, pour plus de 18 milliards de bénéfices. Donc vous voyez, c'est plus de 55% des bénéfices globaux d'Amazon. Clairement, aujourd'hui, c'est la machine à cash d'Amazon. On connaît plus Amazon parfois pour le e-commerce ou même pour ses productions aujourd'hui télévisuelles, mais en fait, c'est aujourd'hui le cloud, clairement, qui génère énormément de cash au sein d'Amazon. Et c'est la même chose pour nos acteurs européens? Ah non, c'est pas du tout la même chose pour nos acteurs européens, parce que malheureusement, ils ont aussi une présence sur le marché mondial qui est beaucoup plus faible. OVH ne pèse par exemple que 1% des parts de marché. Alors après, l'idée, c'est aussi d'accompagner et d'essayer d'aider nos acteurs français et européens à se développer. Et justement, en fait, c'est une question de volume, c'est ça, hein? C'est une question de volume. Et donc aujourd'hui, fondamentalement, les entreprises ne décident pas de s'orienter vers les acteurs français, mais plus vers les gens du net. Mais est-ce que, pour renverser la question de la rentabilité,
est-ce que les entreprises qui font le choix de ne pas travailler avec les clouds souverains et européens ont raison de le faire? Est-ce qu'effectivement c'est plus efficace pour elles sur le court terme? Ou est-ce qu'elles auraient à y gagner également? Alors sur le terme, alors sur le niveau des infrastructures, oui, parce qu'aujourd'hui, clairement, il n'y a pas photo entre les acteurs américains et les acteurs français ou européens. Par contre, derrière, il n'y a pas photo sur quoi? Sur le plan technique, c'est-à-dire l'infrastructure, le service qui va être offert justement à ces entreprises-là. Par contre, après sur la souveraineté des données... C'est sur l'éventail de services peut-être plutôt que ça se joue. C'est ça, oui, effectivement. Par contre, après, se pose la question de la souveraineté des données, la souveraineté économique justement de ces entreprises. Et là, on voit que par contre, ça peut poser question, notamment avec les lois extraterritoriales et le Cloud Act, loi qui a été promulguée et adoptée par Donald Trump en mars 2018. Et si on peut donner juste une petite indication sur cette loi, il faut préciser que c'est une loi qui permet en fait à toutes les autorités de poursuite judiciaire américaines qui vont du simple policier en fait de l'Arkansas au renseignement de services américains de pouvoir réclamer des données qui sont situées sur un serveur d'une entreprise américaine et également situées en dehors des frontières américaines pour récupérer justement des informations relatives à des entreprises, et sans que cette entreprise en soit avertie. Donc c'est clairement un moyen pour, par exemple, les services de renseignement américains, de pouvoir récupérer des informations dites confidentielles sur les entreprises françaises ou européennes. Oui, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus de bouclier sur nos données en Europe quand on travaille avec une entreprise américaine. Alors, on était censé en avoir, puisque le RGPD, justement, ou même des lois au niveau national, étaient là pour contrer ces possibles lois, justement, américaines ou issues d'un autre pays. Pour rappeler, le RGPD stipulait que les données des citoyens américains devaient être stockées justement sur des serveurs situés en Europe. Donc, ce qui obligeait en fait les gens du net américain à stocker les données en Europe. Sauf qu'avec le Cloud Act, on voit que ça vient bousculer fondamentalement les fondamentaux de la RGPD. Alors, les grands commanditaires aujourd'hui ne font pas ce choix de solutions souveraines. Vous l'avez redit par pragmatisme. C'est finalement la régulation européenne qui va forcer peut-être les acteurs étrangers, en l'occurrence américains, à trouver des solutions, à travailler avec des acteurs européens pour faire passer leurs solutions. Et c'est par là qu'on va réussir à engager les entreprises françaises dans des solutions souveraines, en fait. Je ne sais pas si je suis assez claire, mais on a Microsoft, typiquement Brad Smith, le président de Microsoft, qui donc fait une sorte de mea culpa en disant qu'effectivement, il va falloir qu'il revoie un peu ses licences Azure, donc sur sa solution cloud, pour s'adapter davantage aux solutions européennes, répondre aux exigences de souveraineté et donc travailler. Il va falloir que Microsoft travaille davantage avec des acteurs français, européens, fournisseurs de solutions cloud. Finalement, c'est par les GAFAM que la solution souveraine va arriver ? Alors oui et non. Oui, c'est possible parce que c'est vrai que Microsoft en plus a été mis sur le devant de la scène, on le rappelle, avec le fameux Health Data Hub. L'État avait choisi Azure pour conserver l'ensemble des données de santé des citoyens français. Sauf que cette décision avait été mise à mal et aujourd'hui on est un peu sur le statu quo. Et là, c'est la décision de l'État. C'est la décision de l'État. Sauf que Microsoft a été mis sur le devant de la scène et on a fait comprendre que, et la CNIL notamment avait dit qu'il y avait un risque que les informations soient stockées et traitées aux États-Unis et non en Europe. Donc ça posait un problème de souveraineté. Donc effectivement, il semblerait que les gens du net ont compris qu'il allait falloir travailler avec les autorités à la fois françaises mais également européennes. Le problème également, c'est qu'on se retrouve après à côté par des entreprises qui sont aussi dictées par les lois de leur propre pays et notamment par les lois américaines. Donc c'est tout ce rapport conflictuel au niveau législatif sur lequel il va falloir travailler et également prendre conscience. Et il y a un nouveau Privacy Shield visiblement qui est en discussion au niveau européen, mais on n'en sait pas beaucoup plus à ce jour. Merci beaucoup Samy Fifra, donc responsable du département intelligence et diplomatie économique de l'Institut d'études de géopolitique appliquée. C'est l'heure de notre talk dans Smart Tech. On va parler d'identité numérique française et européenne.